Bonjour à toutes et à tous. C'est bien quand on n'est plus ministre, on n'est plus obligé d'être au pupitre. Je suis ravi d'être ici parmi vous aujourd'hui en ma qualité de député de Paris, membre de la Commission des affaires économiques, mais aussi en ma qualité de petite fille et fille de deux messieurs remarquables, mon grand-père et mon papa, qui m'ont beaucoup aidé et qu'à mon tour, ils me regardent de là-haut, j'ai accompagné pendant une dizaine d'années, pour ce qui est de mon grand-père, dans les danses d'un Alzheimer, et pendant 25 ans à peu près, ayant l'honneur d'être la fille unique d'un papa polytraumatisé, polyhandicapé, qui a eu aussi, mais vous en parliez il y a quelques minutes, plusieurs cancers, plusieurs AVC, et notamment, on l'a entendu en matière de robots et d'IA, j'ai dû être confronté assez jeune à l'aphasie, que vous connaissez peut-être, perte de l'usage du langage, et donc j'ai eu l'honneur seul d'essayer de réapprendre à parler à mon papa quand j'avais une vingtaine d'années. On est toujours, Simone Veil le disait bien mieux que moi, un peu le fruit de son histoire. Et donc, il y a au cœur de mon engagement public, politique, ce qui ne s'est pas forcément vu à Bercy, je vous l'accorde, durant 4 ans et demi, aux côtés de mon ministre de tutelle pendant 4 ans et demi, Bruno Le Maire. Ça ne s'est pas forcément vu, parce que j'ai aussi choisi de travailler sur des sujets très économiques, ayant eu la chance d'être en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable, mais aussi des entreprises, du tourisme et de la consommation. J'ai en moi une sensibilité toute particulière qui justifie en partie ma présence ici aujourd'hui, au-delà de l'amitié que je porte à la présidente du Club Landois, Cyril Lemaire, mais aussi à tous les membres et à tous les travaux du Club Landois, et ce, depuis maintenant presque quelques années, pouvons-nous dire, 4 ans, et je me souviens notamment, peut-être certains d'entre vous, membres du club, y étaient, d'un moment fort où nous avions signé à Bercy la charte d'engagement en faveur de l'emploi qu'on appelle des seniors, mais tout ça, en tout cas des plus de 50 ans, parce que, est-on un senior à plus de 50 ans? Enfin, je laisserai d'autres temps répondre sur le sujet, vous êtes bien plus calé que moi. Faites attention à votre réponse, j'ai eu 46 ans lundi, je pourrais me vexer. Les frontières, c'est comme on dit, hein, il paraît que 40 c'est le nouveau 30, 50 c'est le nouveau 40, donc bon, la seniorité, c'est un peu comme la richesse, hein, à partir de quand ça commence, je suis pas sûr que ce soit une date fixe. En tout cas, au-delà de l'amitié que je porte au club et aux travaux de sa présidente, Cyril Lemaire, j'avais envie de partager avec vous quelques points. D'abord sur ce que l'État a fait ces dernières années, on ne se refait pas. Il marche cela. Bon, alors je vais quand même prendre cela. Ce qu'a fait l'État rapidement, et je ne serai pas trop casse-pied, tout le monde l'a dit, on est vendredi après-midi, il fait beau. Mais c'est quand même important que je revienne sur 2-3 points, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'avancées ces dernières années, pas suffisantes à mon sens, mais néanmoins à signaler. Et j'aurais aussi à cœur, si vous l'acceptez, peut-être d'ouvrir un peu, c'est l'avantage des conclusions, des perspectives, des questions. J'ai pas nécessairement la réponse à tout. Mais en tout cas, je crois qu'il y a des nouvelles frontières, comme on le dit parfois, qu'il va nous falloir considérer dans les années qui viennent, bien sûr au sein de l'entreprise, mais aussi plus globalement au sein de notre société. En préparant, puisque je remercie mon collaborateur qui est à mes côtés aujourd'hui, parce que je suis quand même passé de un cabinet de 13 membres à un collaborateur, donc je le remercie sincèrement pour ses travaux. Mais c'est très bien, hein, ça arrive à tout le monde. Mais en préparant cette intervention, j'ai fait comme beaucoup d'entre vous. Je me suis remis dans ma peau d'aidante. J'ai rien oublié. Et je voulais voir si la solitude que j'avais pu ressentir quand j'avais une vingtaine d'années, quand il fallait accompagner mon papa ou mon grand-père avec son Alzheimer, était encore une solitude prégnante aujourd'hui. Alors comme, même sur les sujets sérieux, on a le droit de mettre un peu d'humour, voilà, je me mets dans la peau de l'aidant ou de l'aidante qui apprend que son papa, sa maman, son fils, sa fille, son frère a une ALD ou
ou un problème grave. Alors, en premier lieu, sachez que certains organismes fonctionnent comme des points d'information et sauront vous aiguiller. Alors, je rappelle que j'ai fait quand même 9 ans d'études supérieures et qu'en lisant ça, ma solitude et ma déréliction, comme disait joliment Albert Camus, est totale. Si votre proche est atteint d'un handicap, c'est vers la MDPH qu'il convient de vous tourner. Si c'est une personne âgée, le CCAS de votre commune ou à défaut, au CLIC, vous renseignera. Dans le cas d'aides liées plus spécifiquement à des problématiques de santé et d'accès aux soins, votre caisse primaire d'assurance maladie se révélera une précieuse source d'informations. Selon le statut de la personne aidée, selon la caisse de retraite dont elle dépend, c'est à ces organismes qu'il faut vous adresser. Pour les aides temporaires comme l'ASIR ou l'aide à domicile momentanée, pour les aides destinées aux personnes qui ne sont pas en situation de dépendance comme le plan d'action personnalisé, pour ce qui est du logement, plusieurs types d'aides au logement avec des conditions d'accès selon les revenus, selon les lieux de résidence. C'est la CAF qui vous aidera à déterminer si votre proche peut éventuellement en bénéficier et vous dira éventuellement de quelle aide il peut bénéficier. Je le dis avec humour, mais c'est l'avantage d'avoir été ministre. C'est des problématiques que j'ai eu à traiter, même à l'endroit des entrepreneurs, qui n'avaient rien à voir avec les danses. Et ce sera au cœur des conclusions. Je vous spoil un peu, mais je crois que l'État fait globalement pas mal de choses. Mais je crois que l'État doit être beaucoup plus exigeant dans sa façon de les présenter, de les rendre accessibles aux gens et aux citoyens et citoyennes que nous sommes. Quand je vois tout ce qui a été fait, et je vais reprendre sans vous endormir, mais les quelques axes des 2 stratégies récentes ces dernières années en faveur des aidants, et que je vois la réalité des progrès, je le dis d'autant plus que franchement j'aurais bien aimé en bénéficier à l'époque. Et quand je vois la fragmentation, l'explosion de l'accès à l'information, je pense qu'il y a déjà, et en cela la table ronde juste avant était très intéressante, une première priorité, et je parle de ce que je connais un peu l'État, et j'ai été avant dans les entreprises, mais je suis dans l'État aujourd'hui, et je l'ai été plusieurs années, ça doit être une exigence de l'État que d'améliorer très rapidement, de plateformiser, comme on dit, un endroit où peut-être, Madame la professeure, avec un peu d'IA, soyons dingues, on personnalise un accès au parcours de l'aidant, pour pouvoir accompagner le mieux possible l'accès à minima à l'information. Parce qu'en réalité, si on regarde la première stratégie, je vous parlerai pas de sous, ça va arriver beaucoup la semaine prochaine, le PLF, tout ça, donc je vais pas être trop budgétaire si vous m'autorisez, je crois pas que ce soit le lieu ni le moment, puis il n'y a rien de pire que d'être budgétaire un vendredi à 17h. Mais quand même, une première stratégie, agir pour les aidants 2020-2022, qui a permis enfin la mise en place des plateformes de répit, vous le savez, il y en a plus de 280 au moment où on se parle dans ce pays, qui sont aujourd'hui ouvertes aux aidants de personnes en situation de handicap, mais aussi la mise en place, grâce à cette stratégie, de l'accès à de nouveaux droits, ce qui est essentiel pour les aidants en emploi, avec la fameuse indemnisation du congé proche aidant, grâce à l'allocation journalière du proche aidant, l'AJPA, qui a bénéficié d'une revalorisation, et c'est important, et d'un élargissement des bénéficiaires en 2022, ainsi qu'une simplification des démarches. C'est l'avantage d'être plus ministre. Je me permettrai de challenger le dernier point, parce que j'ai le sentiment qu'en matière de simplification, on a encore un petit peu de travail. La deuxième stratégie 2023-2027, dans laquelle nous sommes, a été notamment portée par le président de la République, qui a souhaité que nous consacrions une quinzaine de jours de répit par an à domicile ou en établissement pour les aidants les plus concernés, avec un plan de développement du répit, en créant plus de 6000 places de répit et en améliorant les aides financières existantes pour les rendre plus lisibles. Là aussi, je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles on a des marges de progrès. Il est intéressant, par exemple, de vous dire qu'en tant que ministre du Tourisme, j'avais volontairement augmenté les crédits du tourisme social, qui est un fleuron français,
pour que notamment 3 types de publics, je vous donnerai pas tous les publics, mais puissent en bénéficier un peu plus que par le passé. Donc on a augmenté de 30% à peu près le budget du tourisme social, et j'ai souhaité ces 2 dernières années que les aidants et les proches des aidants, parce qu'il y a aussi les proches des aidants qui sont importants à considérer, puissent bénéficier aussi de l'accès au tourisme social de façon facilitée. Il y a eu la création de 6 000 places supplémentaires pour les personnes âgées, pour atteindre 19 000 places en accueil de jour, 16 000 places au total en accueil temporaire. Ça fait 35 à 40 000 places de plus que les années passées, donc ça n'est pas anodin. Il y a en ce moment même une expérimentation avec des départements volontaires pour une simplification des aides financières. C'était l'intervention du tout début, parce qu'il y a beaucoup d'aides et beaucoup d'émetteurs, comme on dit. Simplification des aides financières au répit des aidants dans le cadre de l'APA, la PCH, l'AEEH. L'enjeu de la simplification, je le redis, me semble être prioritaire. Vous avez aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, et je crois aussi qu'il faut voir le chemin parcouru, ça ne veut pas dire qu'il n'en reste pas beaucoup à parcourir, mais vous avez, au moment où on se parle, en cours, dans tous les départements de France, un accueil de proximité pour faciliter l'orientation et l'accompagnement des aidants de personnes âgées et handicapées. Un accueil physique, autant que faire se peut, de tous les acteurs, avec une orientation personnalisée, avec une couverture qui doit être sur tout le territoire et dans tous les départements de France d'ici à 2026. En matière de renforcement des nouveaux droits, le congé proche aidant CPA et l'allocation journalière proche aidant HPA a été amélioré. Des droits rechargeables ont été mis en place. Et enfin, on a aussi ouvert la validation des acquis de l'expérience pour les aidants que certains d'entre nous sommes ou avons été, et faire en sorte que les proches aidants et les aidants familiaux puissent aussi, lorsqu'ils donnent des années de vie aux côtés d'un papa, d'un frère ou d'un enfant, puissent aussi en bénéficier en matière d'expérience dans leur parcours professionnel. On a aussi amélioré l'accès aux bourses pour les étudiants aidants. C'est un point, je crois, que Sybille Lemaire a pointé en début de matinée. On est de plus en plus jeune quand on est aidant. Et en fait, je me disais en préparant, on est possiblement ici, soit on a possiblement été tous des aidants, soit, je vous rassure, ça va vous arriver. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on sera tous aidés. Donc c'est quand même un sujet en matière intergénérationnelle, qui n'est pas un sujet secondaire ou gadget, dans le cadre d'un vieillissement de la population important, qui a des impacts incommensurables sur l'économie, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais ça n'est pas, et moi je le vis plutôt bien par rapport à mon parcours personnel, il y a quelque chose qui s'est quand même passé ces 10-15 dernières années. Les entreprises, ils sont pour quelque chose. Les femmes, les hommes que vous êtes et que je viens d'entendre, notamment qui se sont engagés aussi au sein des entreprises pour développer des politiques en faveur de l'aidance, et puis l'écoute peut-être des responsables publics et politiques, ont quand même permis, je lisais vos 3 mots, à la reconnaissance d'être quand même plus forte que celle que j'ai pu connaître, puisqu'il n'y en avait pas, en 2005 notamment. 2005, 2006, 2007, où, sans rentrer dans les détails de ma vie, ce qui n'est pas passionnant, on cachait qu'on était aidant. Moi, j'ai caché, je travaillais en cabinet ministériel à l'époque, j'ai caché longtemps que mon père était handicapé. Parce que je voulais pas que mon boss de l'époque se dise « Oui, mais elle va être moins concentrée, elle aura plus de problèmes. » Ce qui était vrai, j'avais plus de problèmes que les autres. Mais je le gardais. D'abord, c'est une forme d'éducation. Ma maman m'avait toujours dit qu'il fallait pas montrer les problèmes au travail, donc je ne les montrais pas. Mais la charge mentale, le fait qu'en quittant le bureau, moi j'allais à Cochin, ou dans les dernières années, dans d'autres hôpitaux jusqu'à Jeanne Garnier, bah, c'est vrai que le matin, j'arrivais pas forcément avec le sourire et la légèreté. Et combien d'années j'ai caché ce handicap, cette part de ma vie qui a quand même bouleversé toute la vie de femme. Je le dis d'autant plus que Sybille Lemaire me connaît un peu, mais ça a des impacts incommensurables. Moi, je suis devenue maman très tard. Aussi parce que j'ai été aidante 27 ans.
et que quand les week-ends ou 2 soirs par semaine, vous allez cuisiner ou vous occuper de votre papa, de votre maman, de votre enfant, chacun a ses expériences. En réalité, vous avez une attrition de votre vie personnelle qui est très forte, de votre temps de cerveau disponible, de votre ouverture aux sentiments et aux autres. Et donc ça a des conséquences immenses, le fait qu'on soit tous peu ou prou des aidants aujourd'hui ou demain, ça a aussi des conséquences sur notre construction de vie. Et moi, ce que je remarque très prosaïquement, pardonnez-moi de ce propos un peu basique, mais je suis contente d'être aujourd'hui ici à la Poste pour que, au-delà de la semaine que nous venons de passer, toute une journée soit consacrée à ceux qui aident, ceux qui ont des difficultés, un coup dur, un accident de la vie ou un accident long dans la vie, là où franchement il y a 15 ans, 20 ans, il y avait peu de colloques et il y avait beaucoup de non-dits. Donc ça va sûrement pas assez vite, mais en matière de prise de conscience, et aussi lié encore une fois au vieillissement de la population, je trouve que les choses ont quand même considérablement avancé. Peut-être qu'on aura gagné, je dis on parce que si vous êtes ici, c'est que l'aidant, c'est un sujet qui vous intéresse ou vous interroge, ou vous concerne. Peut-être même un jour on sera fier d'être ou d'avoir été un aidant. Pour revenir, non pas à ma vie personnelle, mais à ce qui a été fait, il y a aussi ce que nous avons porté, et ce que je crois important dans la réforme des retraites, avec la création de l'AVA. Vous êtes un aidant d'un enfant, d'un adulte en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Vous êtes affilié gratuitement à l'assurance vieillesse des aidants depuis le 1er septembre 2023. 40 000 bénéficiaires aujourd'hui. 40 000 personnes bénéficient, pardonnez-moi, de cet élargissement des droits. Alors ça, c'est pour ce qui a été fait. Bien sûr, il en reste beaucoup à faire. Et je voulais ouvrir quelques perspectives. Alors pour ça, je suis allé chercher quelques chiffres, mais je vous rassure, pas trop. J'imagine que vous les avez en tête, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. 48% des aidants souffrent de maladies chroniques à leur tour. 60% de surmortalité dans les 3 ans qui suivent le début de la maladie d'un proche. Le début, c'est important, j'y reviendrai. Et ce chiffre terrible, 1/3 des aidants qui décèdent avant les aidés. Il y a, à mon sens, et donc je vais me permettre d'ouvrir plusieurs chemins, un premier chemin qui est, oui, la prise en charge, le répit, les congés, l'affiliation à l'assurance, le congé proche aidant, me semble absolument indispensable, absolument nécessaire, mais pas encore suffisant. Je crois qu'il faut penser aussi à la prévention et à l'accompagnement de l'aidant au plan de sa propre santé. Alors, je sais que dans le dossier médical partagé, à partir du moment où vous déclarez que vous êtes aidant, vous avez le droit à une consultation de prévention. Mais en fait, une consultation de prévention, enfin, certains connaissent le sujet ici, c'est très chouette, c'est super, c'est déjà très bien. Mais c'est pas en une consultation de prévention qu'on accompagne un aidant quand vous avez un Alzheimer ou une aphasie à remonter et que ça prend 3 ans. C'est tous les 2 mois, tous les 3 mois qu'il faut pouvoir parler, échanger. Parfois avec un psy, parfois avec un autre type de spécialité. Et donc, le fait d'avoir accès à un rendez-vous de prévention, c'est déjà bien, je ne suis pas dans la critique. Mais je crois que la prévention et la considération de la santé des aidants, puisque le Premier ministre a annoncé dans son discours de politique générale que la santé mentale était à l'honneur, peut-être que la santé mentale des aidants est un sujet qu'il nous faudrait traiter ensemble et j'aurais plaisir à y contribuer. Mais je crois que on mesure pas assez, et c'est ce chiffre aussi, notamment chez les personnes âgées, qui est terrible et que malheureusement j'ai vécu. La durée de vie moyenne du conjoint survivant, qui souvent a été l'aidant du premier qui part, elle est faible. Elle est en moyenne de 9 à 18 mois. C'est très peu.
Et malheureusement, l'histoire personnelle, enfin vos histoires personnelles peut-être, ça fait écho à ça. Quand on a beaucoup aidé, soit on part avant, soit on part pas très longtemps après. Et donc je crois que la prévention, l'accompagnement un peu sur le long cours des aidants, peut-être, pardonnez-moi, je vais être dingue, j'ouvre des... Pas que au financement de la sécurité sociale, peut-être que les entreprises, des mutuelles pourraient aussi y contribuer, puisqu'il ne vous a pas échappé tout ça que l'État ne va pas pouvoir tout financer. Mais je crois que c'est un sujet sur lequel les entreprises, en matière de financement, dont les mutuelles, j'ai été la ministre de l'économie sociale, je connais leur engagement, pourraient peut-être contribuer un peu pour que le parcours de prévention, le parcours d'accompagnement médical aussi de l'aidant, qu'il le souhaite, rien d'obligatoire, soit plus robuste et soit plus sur le long terme. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, qui est très concret, ça me permet de vous parler d'une association qui est tenue par une femme remarquable, qui est une femme lieutenant-colonel de l'armée, qui s'appelle le lieutenant-colonel Françoise Ficheux de Moustier, qui a monté une asso à Paris, très locale, qui s'appelle la PA-MDH. Elle accompagne 80 familles, très concrètement, qui sont dans une problématique d'aidance, Paris, Petite Couronne. Parce qu'elle aussi, elle a dû le faire dans le cadre de sa vie personnelle. Alors, pour préparer cette intervention, je l'ai appelée hier et je lui ai demandé qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui fonctionnait. Elle, avec son appréhension très de terrain, j'ai pas appelé des conseillers techniques au ministère de la Santé. J'ai appelé des gens qui, comme vous, comme les personnes que je viens d'entendre, comme les voisins solidaires, qui prennent des initiatives et qui essayent d'accompagner des personnes en situation d'être aidées ou d'aider. Et elle me disait 2-3 choses que je partage avec vous. Je me fais que le messager, mais je trouve ça intéressant. Elle me disait, c'est quand même une spécialité française. C'est vrai qu'on a une propension à faire beaucoup de lois, ça n'a échappé à personne, mais une moins bonne propension à les appliquer. Je le dis d'autant plus que je l'ai vu de très près. Eh bien, figurez-vous que dans la loi du 11 février 2005, il y a encore des choses qui ne sont pas appliquées ou considérées quand on est aidant. Je vous ai écouté pas assez longtemps, mais j'ai pris le temps d'écouter les interventions d'avant. J'ai beaucoup entendu le salarié aidant. Mais dans la loi de 2005, il y a l'aidant salarié. Eh bien, vous voyez, Françoise Ficheux de Moustier, qui est aidante, pendant 2 ans, elle a dû prendre un avocat pour faire reconnaître à la MDPH qu'elle avait le droit à une rémunération d'aidant salarié, à la rémunération CESU classique, aux alentours de 15 € brut de l'heure, et non pas au montant de la compensation MDPH, aux alentours de 4 €. Ça, c'est inscrit dans la loi depuis 20 ans. Aujourd'hui encore, on a des aidants qui, pour faire reconnaître leurs droits, non pas de salariés aidants, mais d'aidants salariés au long cours chez eux, sous le mode CESU, en sont encore, au moment où je vous parle, à devoir convaincre certaines MDPH, alors même que c'est écrit dans la loi. Donc je crois qu'il est important, c'était ces mots et je les partage, qu'on fasse aussi attention à ce qu'on applique, ce qui a été écrit il y a 20 ans, ce qui a été écrit il y a quelques années, ce qui est écrit dans cette stratégie, et à faire en sorte que ce soit connu et appliqué. Le sujet de l'aidant salarié n'est pas encore très connu, est encore assez peu appliqué, et pourtant c'est un droit. Au même titre, c'est toujours intéressant de parler des progrès qu'il nous reste à faire, au même titre qu'il est quand même intéressant de voir que pour le congé proche aidant, qui est un progrès, ce congé proche aidant d'une durée de 3 mois renouvelable concerne les salariés ayant 2 ans d'ancienneté, très bien, dans l'entreprise, et donc il n'est ni rémunéré par l'employeur, ni indemnisé par la sécurité sociale.
Donc dit en mots normaux, tu peux prendre 3 mois, mais je sais pas comment tu vas bouffer. Pardonnez-moi. Je le dis avec le cœur parce que ça me parle. Et donc ça, c'est super. Mais l'aidant qui n'a pas forcément une pension importante, dont vous êtes la fille ou dont vous êtes la sœur ou le frère ou le papa ou la maman, il faut bien aussi subvenir à ses besoins. Donc c'est quoi? C'est fromage ou dessert? C'est tu prends le congé, donc t'es à côté de lui. C'est des dilemmes d'aidants, ça. Hein, t'es à côté de lui, mais tu bosses pas. Ou tu vas bosser, mais t'es pas à côté. Enfin, c'est déjà terriblement dur, et vous le savez, au plan psychologique. Peut-être, moi je crois que la contribution des entreprises qui le souhaitent est pas obligatoire. Mais on le voit bien, les entreprises s'engagent. Les entreprises en matière de responsabilité sociale et environnementale s'engagent de plus en plus. Il y a peut-être là une piste de progrès. Je demande pas une rémunération à hauteur du salaire, etc. Et je demande surtout pas qu'on oblige toutes les entreprises de France à le faire. Voilà. Mais peut-être que les entreprises qui le pourraient, celles qui ont des fondations, celles qui ont un peu les reins solides, pourraient peut-être modestement contribuer, allez, je sais pas, je dis n'importe quoi, même 30% du salaire pendant le congé proche aidant. Parce que ces dilemmes de choix entre le présentiel ou la rémunération, c'est quand même des moments assez difficiles pour l'aidant. Et puisqu'on est de plus en plus jeune, faut s'imaginer, moi j'avais 27 ans, on est petit devant ces grands problèmes. Surtout quand on tape sur internet ce qu'il faut faire et qu'on trouve que des acronymes qu'on comprend pas. Et donc là, je pense que deuxième point, au-delà de... Il y a le salarié aidant, mais il y a l'aidant salarié. Je pense qu'il faut encore forer le sujet. On a quand même ce sujet de l'accompagnement en matière de rémunération du congé proche aidant. Vous l'avez dit, mais je vais remettre un peu d'humour. Si on fait... Bon, d'abord, Sybille Lemaire a raison de m'avoir dit, et donc je vais répéter comme un perroquet, mais c'est important. Parce que les mots MOTS sur les mots MAUX ont un sens. C'est quand même surréaliste que le mot aidance soit pas dans Word. C'est toi qui viens de me l'apprendre. Mais ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Il va falloir inventer des nouveaux mots sur des réalités. Et je pense que quand vous tapez aidance sur Google, alors tout ça dépend de vos moteurs, de vos référencements et tout, mais... Alors moi j'ai eu... Et ça, c'est un clin d'œil pour le service d'information du gouvernement, s'il nous regarde. Donc il faut que j'aille. Mettons que je me remets 20 ans en arrière, retour vers le futur. J'ai 26 ans et je veux aider mon père handicapé. Eh ben, on me dit d'aller sur... Il y a un site. C'est pour-les-personnes-âgées.gouv.fr. Peut-être que on pourrait envisager un truc autour de aider ou aidant, par exemple. Ou comme dans la vie des vraies entreprises qui sont ici, et je les remercie de soutenir ce sujet, peut-être on ferait une sorte de rassemblement, de plateforme, de tout ce qui existe. Allez, soyons fous, on mettrait un peu une obole pour que ce soit fait. Et donc, ça permettrait d'avoir sur un seul point d'accès, malgré la diversité de la réalité de l'aidance, des aidants et des aidés, une porte d'entrée. Conseil d'amis, alors je sais que c'est filmé, donc je dois faire attention, mais ce serait bien que les entreprises le fassent. Voilà, parce que ce sera mieux que si c'est pas les entreprises qui le font. Voilà. Croyez-en ma petite expérience, il y a des endroits où on est très très bon dans l'État, vraiment. Là, je pense que voilà, il y a des grandes maisons, on est dans une grande maison, ça coûte pas 4 millions de faire une plateforme, ça aurait une certaine élégance, que les engagés pour les aidants et les aidés se disent bah on va se décarcasser, on va passer un coup de fil au professeur du CNRS pour qu'elle nous aide à plugger un peu d'IA là-dedans et à personnaliser le parcours et à faire en sorte que pour les.ag.ees.go, enfin je veux dire, enfin vous le connaissez ce moment où on abandonne, hein, avant même d'être allé chercher l'aide. Ça s'appelle le non-recours.
Il y en a pour des milliards dans notre pays. Je dis ça en passant, mais on cherche des économies. Il y a des milliards de non-recours. De femmes seules qui n'arrivent pas à comprendre comment on a accès à la CAF, à l'aide, quand son mari ne paye pas la pension. Mais c'est tellement compliqué d'avoir accès au bazar qu'on ne va pas la chercher. Ça s'appelle le non-recours, il y en a pour des milliards. Faisons pas cette erreur du non-recours sur les nouveaux droits qui ont été ouverts. Et les entreprises responsables qui s'y intéressent, c'est pas un chantier très compliqué, et je suis sûr qu'il sera bien exécuté, en tout cas mieux que vous avez compris. J'en termine. Au-delà de cette notion de parcours, il y a une chose que je voulais dire, parce que je sais que Sybille Lemaire a aussi des activités professionnelles importantes, et que j'ai une petite fille de 2 ans et demi, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui est l'amour de ma vie. Elle m'a dit, c'est le hasard, cette lieutenant-colonel Françoise Ficheux de Moustier, c'est aussi, le monde est petit, la coloriste de Choupi. Mais si. Choupi, tout le monde se rappelle. Bon. Ouais, alors je ne vous remercie pas, parce que maintenant on va l'avoir tous dans la tête tout le week-end. Mais puisque j'ai le plaisir d'être ici en face de Sybille, et puisque je crois que la sensibilisation est importante, et puisque je me coltine 2 histoires au minimum tous les soirs, peut-être qu'il serait intéressant, dans Trop, Petit ours brun, enfin je vais pas vous faire toute la collection, mais d'intégrer plus, et peut-être même de créer un personnage aux côtés d'un enfant en difficulté, ou d'un enfant handicapé, ou d'un papa ou d'une maman handicapée, pour normaliser les danses. Puisque on la cache moins, mais souvent on l'a cachée. Ça peut contribuer à la fierté aussi, quand on a un petit frère ou un grand frère ou une petite sœur handicapée, et que on voit un choupi, un babar, un trop, ou je vais pas en refaire la collecte, mais qui est fier de l'accompagner, de lui apprendre des choses, d'apprendre le langage des signes, et d'apprendre peut-être un nouveau monde grâce à son frère handicapé ou sa sœur qui a une certaine déficience. Et je crois que dans la sensibilisation, bien sûr, il y a les entreprises, il y a les salariés, il y a les plus âgés, il y a les aidés, mais vu que on a vocation à aider de plus en plus tôt, je trouverais pas idiot que dans des magazines, j'ai entendu Okapi, j'ai entendu que peut-être on focus un peu plus, et allez, un truc de dingue, soyez fous, qu'on crée un petit personnage qui serait fier d'aider son frère, sa sœur, son papa, sa maman. Et c'était drôle puisque c'était Choupi qui m'y a fait penser. Je termine 2 points. J'ai noté ça, les nouvelles frontières de les danses. J'en fais 2, mais je pense qu'il y en a plus. Ça dépend des pathologies, ça dépend des familles, ça dépend des situations. Mais il est quand même démontré, et je reprends, Laurence de Villers, votre expression, préserver la dignité de l'autre. Ça m'a parlé. Je pense que c'est un vrai sujet, notamment pour nos plus âgés, ou en tout cas les aider. Au-delà des notions budgétaires, mais qui sont quand même intéressantes, puisque je rappelle que le maintien à domicile, en moyenne, c'est 8 à 10 fois moins cher que l'hospitalisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'hospitalisation à domicile, mais le plus longtemps on reste chez soi, le plus longtemps on est aidé chez soi, le plus longtemps on a des robots ou des dispositifs médicaux connectés qui vous permettent d'être surveillés, accompagnés chez soi. Il y a pas mal d'études là-dessus. Le plus longtemps on vit, et puis il y a un truc qui me semble pas anodin, le plus longtemps on vit même avec des difficultés, mais un peu plus heureux. Par expérience personnelle, et je le dis avec une certaine émotion, moi j'ai remarqué qu'il y a 2 choses qui avaient donné du temps de vie à un papa en fin de vie. D'abord, il y avait l'amour, qui rajoute du temps de vie, et le fait qu'il soit resté chez lui, dans son petit univers, avec ses petites affaires, même handicapé, même... Va falloir qu'on se réveille sur l'hospitalisation à domicile.
Vraiment. Et je vais le dire, je le dirai plus fort dans les jours et semaines qui viennent, c'est l'avantage d'avoir une parole libre. Vous voyez, la télésurveillance, pour un aidant, et je parle en connaissance de cause, ça donne du répit. Pouvoir être dans sa chambre, se reposer un peu, voir son papa, son fils, sa maman, dans la pièce d'à côté ou dans l'étage en dessous, et pouvoir le surveiller à distance sans être nécessairement à ses côtés avec la charge mentale que ça suppose. Je pense que va vraiment falloir que ce pays qui est en plus si doué en la matière, enfin je veux dire dans le monde entier, jusqu'au CES, tous les ans, les Français sont primés sur des dispositifs médicaux innovants sur ces sujets-là. On n'a pas fait de progrès. Alors on a remboursé une partie de la télémédecine et j'en suis ravi. La télésurveillance, on n'a pas avancé. Ça soulage les dents. Et vous connaissez tous ce petit... que les CCAS, voilà, moi ça a sauvé par 3 fois la vie de mon père, je les en remercie, ça a permis d'appeler les pompiers, c'est top. Mais il y a quand même des choses plus modernes qui permettent une liaison directe, et pardonnez-moi, la maman que je suis comprend pas que l'aidante que j'ai été n'ait pas pu en bénéficier. Pourquoi je peux voir ma fille à la crèche en télésurveillance, en vidéo, et pourquoi j'ai pas pu voir mon père quand il était chez lui? Et ça fait 10-15 ans que tout le monde, voilà, on est nombreux à faire des livres blancs, des expressions, et qu'on n'avance pas. Aujourd'hui, et c'est pour ça que la partie innovation me semblait importante, et merci de l'avoir fait dans cette journée, innovation, santé et aidance, il y a quand même un continent à conquérir. Et j'en termine parce que j'ai une obsession profonde et un amour tout aussi obsessionnel pour les entreprises. Je l'ai dit souvent à Sybille Lemaire et au Club Landois, et je serai toujours à vos côtés pour ça. Je crois que ce qu'on appelle aujourd'hui l'extra-financier, avec des mots un peu compliqués, en tout cas plus tant la RSE que ce qu'on appelle l'ESG, environnemental, social et gouvernance, qui dans les années qui viennent de plus en plus vont contribuer à bâtir ce qu'on appelle la performance globale de l'entreprise. Il y a la performance financière avec bénéfices, chiffre d'affaires, etc. Et il y aura la performance extra-financière avec la contribution à l'environnement, la contribution au social, la contribution en matière de gouvernance. Je suis contente que, enfin, au sein des critères de RSE, de négociation obligatoire dans les entreprises, figure le soutien aux proches aidants. Je pense que les entreprises qui, pour de multiples raisons, font aujourd'hui le choix de s'engager sur l'accompagnement de leurs salariés aidants sont aussi des entreprises qui gagneront, pardonnez-moi d'être très direct, mais à l'avenir en matière de notation environnementale, sociale, et je crois que ça n'est pas anodin et qu'il faut le dire au même titre, et le Club Landois le sait, que j'appelle de mes vœux très fort, et que, étant bretonne, j'ai vocation à le répéter, parce que je suis têtue, j'appelle de mes vœux, alors l'index senior, c'est sympa, c'est bien, c'est un début, mais est-ce que l'emploi des seniors, et plus largement la seniorité en entreprise, soit quantifié, qualifié et figure dans les rapports sociaux et sociétaux des entreprises? On le fait pour les jeunes, on le fait pour les femmes, on le fait pour les handis, on le fait pour les minorités, on doit le faire pour les seniors, on doit le faire pour les aidants. Et il faut que les entreprises qui prennent, comme un certain nombre ici, ce virage aujourd'hui, sans être récompensées, parce que le sens n'est pas sonnant et trébuchant, mais doivent à un moment ou à un autre aussi pouvoir l'afficher, le revendiquer et en être fiers. Ce sera ma conclusion. Cette aidance, et je le dis de façon personnelle, a été si longtemps cachée. Cette aidance, elle émerge. Cette aidance, c'est un continent. Et je veux croire qu'un jour, cette aidance, le fait de l'être, ou qui sait d'avoir été aidé, sera dans ce pays une fierté. En tout cas, merci pour le travail du Club Landois en général, de cette journée en particulier, les débats que nous avons eus, et je suis intimement convaincu que, aidant nous sommes, ou peut-être nous avons été, ou peut-être vous serez,
Aider, nous serons, c'est une certitude. Et je crois que ça fait partie des immenses sujets de société que la politique, avec un grand P, au sens débat public, doit aujourd'hui vraiment prendre à bras le corps. Et votre contribution est essentielle. Donc un grand merci.